Je te propose qu'on démarre, Charlie? Eh ben, c'est parti. Eh bien, c'est parti. Donc l'idée, c'est de vous présenter pendant une petite heure, comment réussir, sa refonte. Il y a souvent, 2 aspects et qu'on va voir, ce qu'on appelle un peu le SXO, c'est l'expérience utilisateur d'un côté et le SEO de l'autre. Donc pour ce webinaire, on est 2. Il y a, Charlie. Charlie, qui est expert SEO, c'est CMJ. Je te laisse présenter CMJ? Oui, ben, merci Samuel et puis, merci de l'invitation. Donc oui, moi je suis Charles Bouzereau, chef de projet SEO, chez SMJ. Qu'est-ce que c'est SMJ? On est une agence SEO, nous sommes situés à Lyon et alors on n'est pas simplement une agence, on a développé un outil, une plateforme SaaS principalement, hein, qui aide vos équipes marketing à rédiger du contenu plus performant en SEO, du contenu qui marche très, très bien, d'un point de vue référencement, en moins de temps. Voilà, en parallèle de ça, on a toute l'activité agence. En l'occurrence, on fait aussi de l'accompagnement à la refonte, donc sur des projets, avec des agences web. On travaille main dans la main pour s'assurer qu'une refonte, fonctionne bien d'un point de vue UX, d'un point de vue fonctionnalité, mais que ce soit pas au détriment du SEO. Voilà pour moi. Merci. Et de mon côté, je suis Samuel, donc chez Spirit, nous sommes une agence digitale, donc notre métier, c'est de la fabrication de projets digitaux, donc des sites internet, des applications. Et ça, on le fait sur une partie conseil, une partie UX, UI, le développement bien entendu, qui est une grande partie de notre activité, et du marketing digital. On est une soixantaine de collaborateurs entre Montpellier et Chambéry, et ça depuis presque 25 ans. On va rentrer dans le vif du sujet et la première question que je vais vous poser, c'est, pourquoi je refondrais mon site internet? Parce que, j'en ai déjà un. Donc c'est souvent une question que nos clients nous posent où, ils arrivent, ils savent pas trop, pourquoi ils doivent le refaire et leur site internet est un peu ancien, il correspond pas tout à fait à leurs besoins, mais on sait pas trop pourquoi. Et il y a différents enjeux et notamment il y a un enjeu technique qui est, autour de ce qu'on appelle la dette technique parce que vous utilisez un CMS qui est un vieux Joomla, un vieux WordPress ou un autre développement un peu fait à façon et les langages évoluent, le besoin évolue et on va se retrouver de temps en temps avec ce qu'on appelle une dette technique, c'est qu'on empile des fonctionnalités les unes derrière les autres. On dit au dev, fais-moi ça en plus, s'il te plaît, on en a besoin rapidement, c'est pas important, on va pas le refondre. Et on empile, on empile, on empile du code là-dessus. Et à un moment donné, comme vous le voyez sur le schéma, ça craque, on peut plus trop évoluer. Il y a certaines fonctionnalités qu'on peut pas implémenter. Et c'est là qu'on se retrouve avec un peu une cassure brutale et il faut faire les choses un peu en urgence. Donc, il y a bien sûr des évolutions sur les projets, mais à un moment donné, c'est bien de repartir propre, on va dire, avec des solutions relativement récentes ou pas trop originales, mais qui ont fait leurs preuves sur le marché et pour pouvoir repartir sur une structure. Et il y a aussi, bien entendu, des évolutions, mais il y a le responsive et le core vital, enfin, toutes ces optimisations qu'il faut pouvoir mettre en place sur son site web. Donc cette dette technique est souvent un enjeu, pour la refonte d'un site internet et il y a aussi, tout le sujet, expérience utilisateur et UX. S te Quand l'offre ou le service que vous aviez il y a 5 ou 10 ans n'est peut-être pas forcément le même que celui que vous vendez aujourd'hui ou que vous proposez aujourd'hui. Donc il y a de temps en temps des refontes du travail sur l'ergonomie. Il y a peut-être un changement ou un positionnement qui est différent et tout simplement de nouvelles fonctionnalités et bien entendu, depuis, à peu près une quinzaine d'années, il y a tout ce qui est, multi-device. Donc, mon site internet doit fonctionner sur un ordinateur, un mobile, enfin tous ces enjeux-là, techniques ou d'expérience utilisateur, il faut les prendre en compte parce que ce soit en termes de rapidité de chargement ou d'expérience utilisateur, il est important d'être à jour parce que, l'utilisateur est assez, volatile et si votre site internet ne correspond pas à ses attentes, c'est possible qu'il revienne sur le moteur de recherche et repasse au lien suivant parce qu'il n'a pas trouvé votre site internet suffisamment qualitatif. Donc ça, c'est souvent les enjeux de pourquoi on veut refaire un site internet, mais une fois que vous avez acté le fait que vous voulez refondre votre site internet, c'est pas ok, on y va et on démarre. Il y a différents risques qui sont, d'un point de vue technique, un sujet sur lequel, Charlie va beaucoup intervenir, qui est, Mmh. le ranking et cette migration de: «J'ai un ancien site internet, je fabrique, une nouvelle version». Comment se passe, le plan de redirection? J'ai voulu organiser ça avec, des frameworks, JavaScript un peu récents qui font des one page applications qui sont
un peu moins bien référençable ou sur lequel il faut vraiment travailler. Et là, il faut le préparer main dans la main entre les gens qui s'occupent de la visibilité, donc du ranking du SEO, les développeurs de l'autre côté, parce que c'est les technologies qui font plaisir à certains sont pas forcément compatibles avec d'autres sujets. Enfin, il y a beaucoup de choses et il faut bien valider le fait que techniquement, on n'est pas, on va dire, une dégringolade dans le ranking parce que ça fait que la refonte, elle est un petit peu moins valorisée parce qu'on perd beaucoup de trafic. Donc, il y a tout ce sujet autour de la technicité, du framework de développement et de tous les sujets autour du dev à proprement parler. Il y a bien entendu tous les sujets autour de l'UX parce que quand vous refaites un projet, c'est bien, mais il faut qu'il soit en phase avec vos nouveaux clients. Si je vous prends un exemple du Bon Coin qui est en perpétuelle évolution, les changements d'interface, ils se font très lentement. En fait, ils déplacent leurs boutons au fur et à mesure, ils changent leur couleur au fur et à mesure parce qu'ils veulent pas perdre leurs utilisateurs. On peut pas imaginer des gros sites comme ça changer du tout au tout à un moment donné et avoir une perte on va dire de repère de vos utilisateurs. Donc, ça marche à la fois pour les gros, mais à la fois pour vous. Et puis, il faut aussi que ce soit en phase avec les attentes de vos clients. Et pour finir, ces 2 enjeux vont avoir un impact, direct sur, si vous avez un e-commerce, sur votre chiffre d'affaires, sur, votre retour sur investissement et vous allez avoir ce qu'on appelle des drops dans des tunnels. Si, vous organisez un e-commerce et que vous demandez de vous connecter avant de voir les prix parce que, c'est la nouvelle politique de l'entreprise, vous allez avoir beaucoup d'utilisateurs qui vont perdre et qui vont sortir de votre site web. Donc cette expérience-là, elle va avoir un impact directement financier sur vos projets. Donc vous pouvez bien entendu refondre des sites internet et c'est plutôt bien, mais il faut anticiper beaucoup de choses et on va vous parler aujourd'hui de toute cette anticipation et des différents warnings en gros qu'il faut avoir pour que ça se passe dans les meilleures conditions. Donc à la fois d'un point de vue expérience utilisateur, donc le X de SXO et la partie, référencement et indexation dans les moteurs, donc la partie, SEO en gros qu'on va avoir, autour de ça. Donc c'est ça qu'on appelle, ce fameux SXO. Yes. Donc, pensez que ça n'arrive pas qu'aux autres, hein. Vous voyez, là, je vous ai mis quelques schémas. Donc, on a la bonne et la mauvaise refonte. Donc, dans le schéma que vous mettez, que je vous ai mis en haut à gauche, il y a, on va dire, c'est une courbe analytique. On voit qu'il y a une mise en ligne et puis il y a une perte de trafic parce que, à la fois le trafic naturel, donc, qui provient des moteurs de recherche, a pas été du tout apprécié par Google ou autres moteurs de recherche et on a clairement une audience qui baisse. Donc, on a vraiment un cas qui est parlant et ça arrive vraiment pas qu'aux autres, hein. Il y a des gros sites internet qui ont été refaits sur des technos un peu originales ou avec, certains manques et l'impact il est quasiment immédiat et j'ai un autre exemple là que vous voyez, à droite là, le petit bloc rouge sur la deuxième étape d'un funnel. Vous demandez des informations un peu trop importantes sur l'authentification, l'identification, vous avez un drop important. Donc il faut être vraiment en cohérence avec, vos utilisateurs parce que refondre, c'est bien, mais il faut bien le faire. Je te propose de présenter, Charlie, les différentes typologies de refonte. Ouais, bien sûr, merci Samuel. Alors du coup, c'est vrai, une fois qu'on s'est décidé à faire une refonte, la question qui a se poser, c'est quel type de refonte? Alors nous, pour simplifier un peu les choses, on les a classées en 4 grandes catégories. C'est pas toujours aussi, clairement défini que ça, mais ça permet d'avoir une bonne idée des choses et ce qu'il faut surtout savoir, c'est que selon la typologie de refonte sur laquelle vous allez partir, les risques SEO ne sont pas les mêmes. Alors, on va les voir un peu en détail. Alors, peut-être la plus évidente, parce que c'est celle qui visuellement frappe le plus, ça va être la refonte graphique. Ça, on connaît tous, hein, c'est quoi une refonte graphique? C'est quand on fait n'importe quel changement d'ordre cosmétique sur le site, on veut moderniser tout simplement, on veut changer l'identité graphique, on veut faire des changements UX, donc on va un peu embellir, les pages, peut-être éventuellement rajouter des animations, ce genre de choses. C'est des refontes qui ont aussi lieu, quand il y a des rachats. C'est vous faites racheter ou vous rachetez un domaine, donc on uniformise, les identités graphiques, ce genre de choses. Alors, c'est pas ce type de refonte qui va avoir le plus d'impact en SEO. Il y en a quand même quelques-uns, on va les noter. Étant donné qu'on va rajouter des éléments, ou en tout cas, on va moderniser un petit peu des éléments graphiques sur le site, comme je l'ai dit, éventuellement rajouter des animations. Il y a tout un enjeu de web performance qui va être le principal facteur ici. Donc, attention, ça peut alourdir les pages. En SEO, Samuel, tu parlais des Core Web Vitals. Donc là, c'est vraiment un sujet d'actualité, toujours maintenant. Donc, toujours faire très attention à ne pas trop ralentir le temps de chargement, notamment tout ce qui concerne ce qui se passe au-dessus de la ligne de flottaison.
Donc le premier écran que vous voyez, ça c'est vraiment la partie qui est mesurée en priorité par les indicateurs Google. Donc il faut vraiment soigner ça au maximum. Et puis attention aux petits éléments comme le lazy loading ou pardon, ou les politiques de cache, parce que même si c'est en place sur l'ancien site, bah, des fois on remet à niveau, on modernise le graphisme et on oublie de remettre en place ces bonnes pratiques-là. Donc attention à bien les remettre en place. Et puis une refonte graphique, ça va être aussi l'occasion de moderniser un petit peu des choses qui vont favoriser le SEO. Ça peut être l'opportunité, par exemple, pour vous de passer vos... Excusez-moi. Petit chat dans la gorge, excusez-moi pour le micro. C'est l'opportunité de passer au WebP, donc les nouveaux formats d'images qui sont évidemment plus légères, etc. C'est aussi l'opportunité de passer au lazy loading natif, qui est une manière de faire du lazy loading qui est maintenant natif sur Chrome ou les dernières versions de Firefox. Donc voilà. Et puis on a aussi, avec la refonte graphique, des changements d'éléments sur la page, des éléments qui vont bouger de place. Et donc ça touche à un autre concept qui est celui du surfeur raisonnable. Je m'explique, parce que ça peut paraître un peu abstrait. Tout simplement, vous allez changer peut-être, hein, lors d'une refonte comme ça, les emplacements des titres, des gros titres, même la taille des titres. Les H1, vous allez mettre un peu plus bas dans la page, les H2, vous allez remonter, ce genre de choses. Et en vous disant, bah, je ne touche pas au cœur du texte, je ne touche pas au contenu, donc il n'y a aucun risque en SEO. Il y a quand même un petit risque, c'est que justement, on a ce concept du surfeur raisonnable qui signifie très simplement que le poids qu'accorde Google à un élément de votre page, à un texte, à un titre, est dépendant de son emplacement sur la page et puis de tout simplement de s'il est très visible ou pas. Donc, un gros titre en plein milieu du corps du texte va avoir plus de poids SEO que s'il est tout petit en bas de la page. Donc, même si vous ne changez pas la teneur du texte, mais si vous simplement changez de place des éléments, ça peut avoir un impact qu'il faut tenir en compte. Alors, deuxième type de refonte, ça va être la refonte navigationnelle. Alors celle-là, pour le coup, elle va avoir un gros impact en SEO puisqu'on touche à l'arborescence du site, on touche au menu. Alors pourquoi on fait des refontes navigationnelles? Ça va être pour améliorer, tu parlais de l'expérience utilisateur, hein, c'est souvent le but dans les refontes, améliorer la navigation au global. Il peut y avoir des refontes navigationnelles qu'on fait pour justement améliorer l'exploration et l'aspect SEO, mais c'est rarement le cas. C'est rarement ce qui motive un projet de refonte, même si je le regrette. Souvent, c'est un peu l'inverse d'ailleurs. On fait des refontes navigationnelles dans le but de simplifier au maximum la navigation, même de supprimer le plus de menus possible, en se disant que c'est ce qui intéresse le plus les utilisateurs. Donc ça, faut faire très attention à ça. On peut dégraisser un peu, on peut simplifier, mais pas sursimplifier parce que ensuite, au niveau de votre arborescence, de l'architecture du site, Google n'y comprend plus rien. Donc là, les risques, ça va être d'enterrer toutes vos pages importantes, des pages qui sont à un niveau de navigation, niveau 2, niveau 3, de les enterrer jusqu'à des niveaux 5 ou 6. Donc, il faut faire très attention à ça. Puis l'enjeu, c'est aussi de travailler en silo, on va en reparler un peu plus tard, c'est-à-dire quand on met au point la nouvelle navigation, de toujours penser en silo, c'est-à-dire de manière verticale. On a une catégorie parente, on a des sous-catégories et on a des thématiques qui sont bien cloisonnées, bien différentes les unes des autres. Là-dessus, la petite astuce, c'est de faire une analyse de log. Alors, on pourrait consacrer un webinaire entier à l'analyse de log, mais en gros, ça vous permet de voir comment vos robots actuellement crawlent vos pages et puis ensuite de faire un comparatif après la refonte, comment ils crawlent les nouvelles pages, le nouveau site, de voir si vous n'avez pas trop perdu en ce qui concerne le crawl budget. Un autre type de refonte qui est important, c'est la refonte technologique. Ça, c'est très courant aussi. C'est lié à la dette technique. T'en parlais, Samuel. J'ai un vieux Magento, je veux passer en Magento 2, ou j'ai un vieux Joomla, je veux changer de CMS, ce genre de choses. Là aussi, peut-être que d'un point de vue simplement visible par l'utilisateur, ce sera transparent. Le contenu va pas changer. Peut-être que les pages ne vont même pas changer. Simplement, le back-office, ce qui se passe derrière, va changer. Mais comme on a un changement technologique, attention, parce que très souvent, quand on change de CMS ou qu'on update, ça occasionne des changements d'URL. Donc là, il va falloir faire des plans de redirection. On va en reparler plus tard. Il y a parfois un risque d'alourdissement des pages.
mais alors c'est pas forcément très grave, il faut simplement que ce soit bien géré. Et puis, bah, il y a un type de refonte qu'on voit souvent, c'est un site vitrine qui veut inclure du e-commerce. Donc, ah, bah, moi, je veux un module e-commerce, bon, très bien, mais on ne pense pas forcément aux impacts qu'il y a derrière. Si on ajoute du e-commerce, ça veut dire qu'on va ajouter de la navigation à facettes, donc potentiellement des centaines ou des milliers de pages indexées qui ne devraient pas l'être. Donc ça aussi, ça doit être bien géré, ça constitue un risque en SEO. Et puis, dernier type de refonte qui n'en est pas vraiment une, mais j'avais envie de le mettre dedans parce que c'est très lié à ça. Ça va être la migration. La migration de site, c'est tout simplement, bah, vous changez de nom, vous changez de marque, vous changez de nom de domaine. Là aussi, il faut faire très attention puisque là, on a un enjeu, même si le site en lui-même ne change pas du tout, mais on a des changements donc de domaine. Il faut faire très attention à ce que la puissance de l'ancien site soit transférée au nouveau site. Et là encore, il y a tout un tas de règles à respecter. Et c'est là que le tableau de redirection, le plan de redirection dont on va parler plus tard, est très très important parce qu'il va vous permettre de bien transférer toute la puissance actuelle du site. Oui, je parlais de la refonte technologique juste avant, je suis passé rapidement dessus, mais attention aux refontes full JS, c'est un peu une mode, on veut faire des sites en full JavaScript. Alors attention, c'est pas toujours compatible avec le SEO. On sait que Google est capable, dans une certaine mesure, de bien lire le JavaScript, mais c'est pas toujours le cas. Là, je vous ai mis l'exemple d'un célèbre site de paris en ligne, de paris sportifs, qui a fait une refonte full JS en 2019, et vous voyez ce qui s'est passé. Une dégringolade complète du trafic organique et des mots-clés positionnés suite à ça, parce que Google n'était pas capable de rendre les pages correctement, donc de lire et d'interpréter le JavaScript comme il devrait l'être. Là, il y a des techniques que vous pouvez voir avec votre agence, notamment bah, utiliser un crawler comme Screaming Frog qui va permettre de simuler le rendering du JavaScript, donc simuler de manière assez précise, pas parfaite, mais assez précise, la manière dont Google va voir vos pages en réalité. Et enfin, pour finir sur cette introduction, ce qu'il convient de faire très tôt dans ce processus de refonte, c'est de définir les objectifs, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut faire avec cette refonte. Dans la majorité des cas, on veut faire des refontes dans un but bah, d'optimisation du taux de conversion ou de l'UX ou une nouvelle identité. Donc, ce n'est pas des objectifs SEO. Et donc là, l'objectif, en tout cas pour nous en tant qu'agence SEO, c'est un objectif défensif. On va chercher à préserver l'existant, à faire en sorte que on va gagner sur tous les plans, on va gagner en expérience utilisateur, en taux de conversion, mais on ne va pas perdre en SEO. Puis il y a un autre type de refonte, mais là qui est un peu plus spécifique, c'est la refonte SEO qui est pensée pour ou avec le référencement, c'est-à-dire que là très tôt, votre agence ou vos experts SEO vont être intégrés dans la réflexion sur la refonte et notamment sur la réflexion sur la navigation, et tout va être pensé pour le SEO. Mais dans la majorité des cas, on est défensif. Là, je vous ai mis un exemple assez typique. Et ça, c'est quelque chose, tu parlais des risques, Samuel. On a souvent même quand une refonte se passe bien, on va souvent assister à une petite chute, comme c'est le cas ici, hein, pendant 2-3 semaines, voire un mois, une petite chute ça peut aller de 10 à 20 ou 30% du trafic qui va être assez temporaire, le temps que Google retrouve ses petits un petit peu dans tout ça. Puis le site va remonter et retrouver son trafic normal. Et ça, c'est le signe d'une refonte qui s'est plutôt bien passée, assez classiquement. Voilà, du coup, maintenant qu'on a un peu posé les bases, bah, c'est le moment du lancement du projet. Et là, je te propose, Samuel, de nous expliquer par quoi on commence. Ouais. Je vais juste, faire une petite aparté là sur la question de Florence, de comment savoir si on doit changer de CMS ou pas? En fait, ça dépend de l'outil que vous avez. Si l'outil il a bien évolué dans le temps, enfin typiquement WordPress a relativement bien évolué, il n'y a pas de grosse rupture technologique, vous pouvez faire évoluer cet outil-là qui est aujourd'hui à jour. Si on prend Drupal entre la version 7 et la version 8, il y a eu enfin ils ont globalement réécrit, l'outil donc ça peut se faire, mais c'est comme si on changeait de CMS. L'idée de pas de se dire, bah, je veux avoir un site avec tel CMS, on va plutôt, bah, c'est ce qu'on va voir là sur les phases de réflexion en amont, on va plutôt détailler quels sont les besoins fonctionnels, techniques ou des choses comme ça. Et ensuite, l'idée, c'est de voir quel est le CMS qui répond le mieux à ce besoin-là pour essayer de partir
une base qui est solide, qui est la plus avancée et on vient aller chercher de la personnalisation dessus. Donc il y a pas de en fait, faites pas le choix de la solution techno avant d'avoir bien défini votre projet et ensuite vous le faites évoluer parce qu'il faut juste que le projet soit, enfin le CMS soit suivi et soit pas abandonné. Si on prend le cas de Joomla qui est un petit peu, on va dire sur le côté actuellement, bah, c'est peut-être pas, sur ça que je miserais si je devais refaire mon projet et il y a d'autres outils, de gestion de contenu ou, de solutions, e-commerce qui sont un peu plus à jour. Donc, il faut regarder la communauté et l'entrain qu'il y a derrière cet outil-là pour changer, quoi. Et après, il y a bien entendu des CMS ou des outils qui ont des fonctionnalités spécifiques et sur lesquels on va flécher le fonctionnement. Mais on pourra en rediscuter un peu plus en détail, Florence, si vous voulez. Mais, c'est des la réponse est un petit peu compliquée. Cependant, il faut prendre des outils qui sont, adaptés au marché. Il faut voir si votre CMS actuel a correctement évolué. Donc on va partir sur le lancement des décisions et c'est là qu'on va discuter un peu de cette partie réflexion en amont. L'idée, c'est pas de se lancer directement dans la refonte, c'est quitte à refaire un projet, autant le faire évoluer, qu'il soit le changer un petit peu, peut-être la perception, bien définir, qui sont nos utilisateurs, qu'est-ce qu'ils attendent vraiment en termes de parcours et d'expérience pour pouvoir retravailler, ce projet, que ce soit à la fois graphique, à la fois, navigationnel. C'est qui sont mes utilisateurs et comment ils veulent travailler. Donc là, on a juste acté le fait qu'on a un site internet qui est un peu ancien où, on a des nouvelles fonctionnalités sur lesquelles, on veut enfin des nouvelles fonctionnalités qu'on veut mettre à disposition de nos utilisateurs et on va faire, plusieurs ateliers. Donc c'est nous ce qu'on conseille un petit peu, en amont de mettre les mains dans le code, comme on dit, de réfléchir. Donc on a un premier atelier de persona. Donc le persona, sûrement beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler. C'est, quel est le portrait robot et le profil type de mon utilisateur, de mon client, final? Sachant que bien entendu, vous pouvez en avoir plusieurs. C'est quel est son comportement digital? Est-ce qu'il est plutôt, à naviguer sur un ordinateur, une tablette ou un mobile? Si je prends, on va dire un cas extrême, on a des jeunes qui sont plutôt sur mobile et des seniors qui sont plutôt sur tablette. Est-ce que c'est du B2B? Est-ce que c'est du B2C? Donc je réfléchis à dans quel environnement et qui est mon utilisateur et qu'est-ce qu'il attend? Pourquoi il achèterait mon produit? Quelles vont être ses objections? Et qu'est-ce que je dois lui apporter comme promesse pour pouvoir le faire convertir et pour pouvoir, atteindre mon objectif qui est, qu'il me contacte, qu'il achète un produit en ligne. Donc il faut bien travailler ses utilisateurs. Pour ça, nous dans les ateliers, on fait des ateliers où on se regroupe à plusieurs avec, une feuille de papier ou enfin le gabarit que je vous ai présenté juste avant et on essaie de faire regrouper plusieurs services de l'entreprise. Donc qui peut être, les gens du support, les gens du service client ou, les gens qui sont, commerce, en fait toutes les personnes qui sont en contact avec les clients finaux. On se met autour de la table et par session de 10 minutes, chacun décrit c'est ça mon persona type, donc c'est, la DSI, c'est le chef d'entreprise ou c'est un tel ou tel utilisateur et chacun de vos collaborateurs qui viennent des différents services vont le décrire à leur façon avec leurs mots et chacun dira: moi, c'est ça les objections qu'ils ont, par rapport à mon service» ou «C'est ça les arguments qui font mouche» et l'idée, c'est que vos personas, vous puissiez ensuite les regrouper sur différents personas clairement identifiés. Chez Spirit, nous, on a, des clients qui sont, soit de la direction marketing, donc soit de la DSI ou de la direction générale. Donc, le dialogue et le discours qu'on a avec ces personnes-là sont un petit peu différents et là, le wording et les textes qu'on va mettre sur le site web, vont être orientés sur un persona et avec, les textes et les arguments qui leur font plaisir. Donc c'est pour ça que c'est important de bien identifier qui est mon utilisateur pour pouvoir mieux adresser un service ou un produit. Et ce qu'on peut faire ensuite, c'est interviewer ces personnes-là et vu que vous les avez décrits, vous avez toujours des clients qui sont, on va dire un peu privilégiés ou que vous connaissez un peu mieux. Faut pas leur hésiter à leur demander, «Qu'est-ce que je fais? C'est quoi pour toi mon métier? Comment tu me décrirais? Quels sont les termes qui sont dans mon métier?» parce que vous allez mieux comprendre un vocabulaire. Il y a peut-être, une requête ou un mot-clé sur lequel vous n'êtes pas bien positionné. En fait, tout le monde va vous sortir, ce mot-clé-là et vous allez changer un peu, un élément de menu, une phrase ou des choses comme ça pour mieux transformer, mieux faire atteindre vos objectifs. Donc ça vaut le coup de faire ces interviews qui peuvent durer, 5-10 minutes, hein. C'est quelques questions, mais vous allez entendre un vocabulaire qui, va changer un petit peu du vocabulaire technique que vous avez peut-être dans votre métier et vous apercevoir que les problématiques de vos personas sont pas tout à fait celles que vous imaginez. Et ça, c'est hyper important en termes de marketing et d'expérience utilisateur parce que, le même site internet avec des mots différents ou des phrases différentes ou une approche un peu différente peut transformer quand même du tout au tout.
Une fois que vous avez ça, ce qui est intéressant, c'est de définir le parcours utilisateur. Donc ça peut être un acte d'achat ou sur une solution, SaaS, comment je m'inscris ou comment j'accède à un service et l'idée, c'est de définir quels sont les objectifs que je veux faire atteindre, à mon fameux persona. Donc là, en l'occurrence, on avait, dans de la forme un projet de formation des stagiaires et l'idée, c'est que leur onboarding se passe le mieux possible. Donc on a décrit tout leur parcours utilisateur et à quel moment il se passe des choses importantes pour eux. Ils reçoivent leur mot de passe, leur convocation, ils accèdent à leur premier e-learning et on définit comme ça nos parcours. Et ça va permettre en fait de bien structurer l'interface et la réflexion autour de l'ergonomie et l'expérience utilisateur à proprement parler. Je vous donne un cas d'exemple. J'ai testé une application qui s'appelle Expensia, qui est une application qui permet aux salariés d'enregistrer ses notes de frais. Donc ça marche très bien sur mobile et desktop. Donc le persona est clairement identifié, c'est un salarié d'une entreprise. Et on a un parcours qui est plutôt bien fait parce que l'expérience est assez simple. On s'inscrit sur la plateforme juste avec un email. On donne juste les petites informations de l'entreprise et après on doit très rapidement uploader un document et c'est là ce qu'on appelle le wow moment, c'est le moment où vous dites waouh, cette application elle est bien, je pourrais l'utiliser parce que ça répond à mon besoin. Et toutes les informations complémentaires sur la compta, parce qu'à la base c'est de la gestion de notes de frais, elles passent dans un second temps parce que l'objectif c'était de faire accéder à ce wow moment le plus rapidement possible et ensuite, on va transformer notre utilisateur, mais l'objectif de s'inscrire et de tester le produit est arrivé très vite, alors que sur d'autres applications, vous devez renseigner votre SIRET, toutes les informations de l'entreprise, et vous avez des drops qui sont beaucoup plus importants. Quand j'entends drop, c'est des gens qui abandonnent avant d'accéder vraiment au service. Donc cette expérience utilisateur et ce parcours, c'est bien on va dire de l'intellectualiser pour pouvoir l'imaginer. Et vous pouvez l'imaginer en faisant ce qu'on appelle des wireframes. Donc, vous pouvez tout simplement prendre une feuille de papier et dessiner les différentes interfaces ou utiliser des outils en ligne. Mais même nous, quand on travaille tous nos sites internet, on réfléchit à quelle est l'expérience qu'on veut apporter à notre utilisateur, comment on va placer nos call to action ou les phrases clés ou tout simplement la structure d'une application parce que c'est important de pouvoir l'imaginer avant de taper la première ligne de code. On est vraiment dans une phase de conception avec différents ateliers. Et ça, en fait, le gros avantage sur une partie digitale, c'est que on peut rendre ces différents écrans cliquables et demander à nos fameux personas ou à nos fameux utilisateurs de les tester sans avoir fait le moindre graphisme et taper la moindre ligne de code. Donc c'est intéressant pour pouvoir voir, se dire: «Tiens, à tel moment, j'ai pas telle information ou j'aurais pas acheté parce que j'ai pas les frais de port, parce que j'ai pas telle ou telle, action à faire ou telle information manquante, quoi». Donc tout ça, ça fait partie des différents ateliers qu'il faut imaginer, que ce soit d'une conception depuis zéro ou dans une refonte, mais on profite de la refonte pour pouvoir, restructurer son service, son produit et l'expérience utilisateur qu'on va apporter. Donc c'est des ateliers qui vont permettre de lancer ensuite, la production. Donc quand j'entends production, c'est la Mmh. production, c'est la fin de la conception et c'est la production, graphique, technique du projet sur lequel les équipes, vont produire du code ou des éléments graphiques et mettre en place la nouvelle version. Donc on considère que tout ça, c'est en place et on passe, à quelques heures de la mise en ligne et c'est là que Charlie, je te le propose de réintervenir sur les différents sujets et qu'est-ce qui peut se passer, ensuite. Absolument. Bah, merci, merci Samuel. J'aime beaucoup ce que tu as dit sur le fait de faire intervenir les différents métiers dans les ateliers, parce que nous, c'est quelque chose qu'on encourage beaucoup, même pour la création de contenu SEO, puisque, les différentes expertises en interne ont beaucoup de valeur, y compris pour Google. Je ferme la parenthèse. Alors nous, ce qu'on va faire d'un point de vue agence SEO, avant la mise en ligne, c'est déjà un audit de position. C'est quoi l'objectif? C'est de faire une photographie à l'instant T, donc avant, avant que le nouveau site soit lancé, sur vos positions actuelles. Qu'est-ce qui vous positionne bien? Quelles sont les requêtes qui vous rapportent du trafic à cet instant-là? Donc ça, vous pouvez utiliser des outils que vous connaissez déjà peut-être, hein, SEMrush marche très bien, Ahref marche très bien, vous pouvez utiliser Moz également. Et là, j'ai pris l'exemple avec notre site, hein, le site de SEMJ. Vous voyez, on est premier sur, je sais pas, sur qu'est-ce que l'identité numérique? On voit que ça fait un volume de presque 7000 recherches par mois. Je sais que ce type de requête et la page qui lui est associée, c'est un article de blog, je dois les protéger coûte que coûte. Donc ça me donne déjà
une idée de ce qui doit être préservé en priorité dans les pages. Ça permet de prendre conscience de mes forces et de mes faiblesses, et puis ça va m'aider aussi au monitoring puisque ce travail-là, je le referai ensuite après la refonte et je pourrai voir où est-ce qu'on a baissé. Est-ce que finalement la refonte s'est bien passée, auquel cas, mes positions n'ont pas trop bougé? Ou est-ce qu'il y a parfois, des pages ou un cluster de pages qui, pour une raison ou une autre, a beaucoup chuté et dans ce cas-là, je vais pouvoir, vraiment de manière chirurgicale, les étudier de plus près et voir ce qui a posé problème. Donc ça, c'est une première chose qu'il faut absolument faire, c'est un audit de position. Autre chose très importante, dans la conception du nouveau site, c'est de soigner la navigation. J'en ai parlé un petit peu plus tôt, mais nous, d'un point de vue SEO, on a tendance à considérer que les méga menus sont un peu l'ennemi du référencement, et c'est un peu une mode, ou en tout cas ça a été une mode, de faire des arborescences très horizontales, c'est-à-dire que depuis la home page du site, vous avez la possibilité de cliquer sur une catégorie, le contenu de cette sous-catégorie, sous-sous-catégorie, et même parfois sur certains sites, directement arriver à une page produit, le tout depuis la home page et un énorme méga menu. Ça, c'est un peu l'ennemi du SEO parce que du coup, on hiérarchise pas le contenu et on ne pense pas en silo. J'ai parlé juste avant de la verticalité. Donc, on va essayer, nous, de faire des architectures un petit peu cloisonnées, un petit peu hermétiques, pas trop quand même, mais qui soient en tout cas, qui aient du sens pour Google et que les robots de Google puissent comprendre que chaque contenu est classé dans un répertoire, en tout cas dans une catégorie qui a du sens. Euh, le, le, L'avantage, c'est qu'on peut profiter de la refonte pour intégrer des nouvelles notions, par exemple les balises HTML5, la balise nav, qui est aussi une nouvelle balise, enfin, qui a quelques années, qui permet voilà, d'indiquer à Google encore plus que voilà, ceci est un item de mon menu, ceci est une catégorie, etc. Et puis on va pouvoir en profiter, si ce n'est pas le cas sur le site, pour intégrer des fils d'Ariane, qui sont aussi un autre moyen de faire comprendre au robot Google comment fonctionne la hiérarchie des pages entre elles. Là, je vais vous donner un exemple assez concret, puisqu'on va s'inspirer toujours des meilleurs. Ici, c'est Cdiscount. Vous voyez que Cdiscount, ils ont énormément de produits sur leur site. Ça va du meuble déco à la literie, en passant par le jeu vidéo, les jouets ou les produits de beauté. Et donc, là, de prime abord, on a un méga menu avec beaucoup justement d'horizontalité. On peut accéder à tout. Si on analyse le code un peu plus en détail, on va se rendre compte que le contenu là, par exemple, si je passe ma souris sur informatique, le contenu des sous-catégories d'informatique n'est en fait visible que pour vous, utilisateurs, mais qui n'est pas visible par les robots de Google, en fait. Ils ne peuvent pas y accéder. C'est ce qu'on appelle de l'obfuscation. Alors, vous vous renseignerez, il y a plusieurs manières de faire l'obfuscation. Ça peut être en JS, ça peut être des liens codés en base 64. En tout cas, c'est une manière de faire en sorte que les robots Google n'arrivent pas à comprendre ces liens-là. Et ensuite, une fois que moi, en tant qu'utilisateur, je clique dans informatique, là, j'accède à tout l'univers informatique et regardez bien le menu en haut. Le menu change et là, je n'ai plus la literie, les produits de beauté, etc. Je suis dans l'univers informatique et j'ai un menu bien fait avec les impressions, les scanners, les périphériques, les logiciels, etc. Donc ça, c'est un bon exemple d'un méga menu qui est bien géré, dans lequel on a ce principe de silo. Donc toujours bien faire attention à ça. On peut aussi profiter de cette refonte pour anticiper la partie édito. Je parlais juste au début de refonte pensée pour le SEO. Là, c'est une bonne idée, ça en fait partie, d'inclure, d'anticiper des zones consacrées au texte. Par exemple, si vous avez des catégories avec plein de produits, anticiper des zones qui vont être prévues pour intégrer des guides d'achat à cet endroit-là. Là, je donne un exemple que j'aime bien souvent donner, c'est celui de Mano Mano. Vous avez une page catégorie avec des chaussures de sécurité et il y a un espace intégré dans cette page catégorie-là pour le guide d'achat que vous pouvez voir à droite, comment choisir les chaussures de sécurité. Donc, tout le texte SEO a été pensé en amont et été intégré de manière harmonieuse. Donc ça, c'est une bonne pratique en SXO et ça évite qu'on ait plutôt qu'on intervienne après la bataille en rajoutant un pâté de texte en bas de la page de 2000 mots, un petit peu ad hoc. Autre étape très très importante dans la conception d'une refonte en SEO, ça va être la collecte des URL. Alors, la collecte des URL,
comme son nom l'indique, hein, ça consiste à aller récupérer toutes les URL connues sur le site. Parce qu'en tant que propriétaire ou éditeur de site, vous n'avez pas forcément conscience de toutes les URL existantes ou indexées par Google au fil des années. Surtout un site qui a quelques années ou un site e-commerce qui crée beaucoup de pages à la volée, ça peut être très difficile à monitorer. Donc la première chose, ça va être de toutes les collecter et de les mettre dans un gros fichier. Pour ça, on va croiser des données en fait. On va d'abord utiliser un crawler du type Screaming Frog ou OnCrawl. Donc le crawler va nous récupérer toutes les URL qui va réussir à crawler sur le site. Et puis on va croiser avec les URL qu'on aura récupérées dans les pages de destination Google Analytics, également avec les pages Search Console. Et puis on va aussi croiser avec des données Href, SEMrush, Majestic qui vont nous donner, par exemple, quelles sont les meilleures pages, les pages qui positionnent le plus de mots-clés sur mon site, avec des indicateurs à côté du type le nombre de liens entrants. Parce que nous, en tant qu'agence, on veut absolument que toutes les pages qui ont de la puissance, du jus SEO, soient correctement redirigées et ne perdent pas leur puissance. Et éventuellement, après coup, on pourra aussi utiliser des logs, donc les logs serveurs, qui vont aussi nous renseigner sur des pages que les crawlers auraient pu oublier. Une fois qu'on a fait ça, et là c'est vraiment le gros du travail dans une refonte, hein, c'est le fameux plan de redirection ou la table de correspondance. Tout simplement, c'est un fichier dans lequel on va lister toutes les URL existantes et en face de chaque URL, on va lui attribuer une nouvelle URL du site qui va être lancé prochainement. Donc, alors parfois l'URL ne change pas, donc c'est facile, mais quand il y a des changements d'URL, on veut absolument faire des correspondances à chaque fois. Et puis on va aussi pouvoir identifier donc quelles sont les pages puissantes du site, puisque à côté de chaque URL existante, on va mettre des éléments d'arbitrage, comme je l'ai dit, hein, le trafic actuel, quel est son trafic actuel, quel est le nombre de liens que reçoit cette URL, etc. Et si par exemple une page ou un certain nombre de pages de mon site n'a pas reçu de trafic depuis les 12 derniers mois ou les 24 derniers mois, on considère que ce sont des pages zombies et dans ce cas-là, potentiellement, on peut considérer les supprimer tout simplement. Donc, on peut profiter aussi de ce moment de refonte pour faire un peu du ménage dans les URL existantes. Je suis passé un peu vite, hein. La table de correspondance, on va la construire. Alors nous, je vous donne un exemple, hein, ce qu'on aime bien faire, c'est qu'on va séparer les pages en 200, en 300 et en 400 dans différents onglets. Et puis, comme je l'ai dit, on va ajouter des éléments d'arbitrage pour aider à la décision. Donc, quel est le score, le nombre de liens internes vers chacune de ces pages, quel est le nombre de sessions SEO sur les 12 derniers mois ou de clics, le nombre de domaines référents, et puis quel est le H1, le page title, pour s'assurer qu'on a vraiment une correspondance entre l'avant et l'après. Donc ça peut se présenter de la manière suivante, hein. Vous avez donc un tableau avec l'ancienne URL, la nouvelle, et puis ces fameux éléments d'arbitrage. Là, je vois par exemple sur ma première ligne, la page actualité, je vois qu'elle possède 120 domaines référents. C'est la dernière cellule. Donc 120 domaines référents, c'est beaucoup. Ça veut dire que c'est une page qui en netlinking est très puissante. Donc là, je vais absolument devoir la rediriger de manière précise et surtout vers une page qui doit avoir de l'intérêt en SEO. Alors là, pour finir sur cette idée-là, hein, les erreurs les plus courantes à éviter. Donc tout rediriger vers la home, c'est un peu la manière paresseuse, on va dire. Ce qu'il faut faire, c'est évidemment essayer d'établir des correspondances. Parfois, il y en a pas. Parfois, un ancien produit ne se retrouve pas sur le nouveau site ou un ancien service, on l'a abandonné et on va pas le retrouver dans le prochain site. Donc il faut absolument qu'on puisse trouver quand même des genres de correspondances. S'il y a pas de correspondance exacte, et rediriger vers la catégorie parente qui est la plus proche sémantiquement. Donc ça, c'est le point le plus important. Et puis l'erreur qui arrive souvent, c'est on fait des chaînes de redirection sans fin. Donc faire très attention aux chaînes de redirection qui peuvent être vérifiées avec des outils de crawl. Et puis pour finir dans cette étape d'analyse, d'analyse avant la mise en production, ça va être quand c'est possible, procéder par itération, c'est-à-dire quand on fait des changements, notamment sur le pré-prod, les faire auditer au fur et à mesure par votre agence, par votre expert SEO. Ça nous permet de savoir quels facteurs
va être impliqué. Si jamais il y a des mauvais résultats et ensuite même au passage en prod, ça nous permet le fait de procéder par itération, de voir si, est-ce que c'est au moment où on a changé le title qu'il y a eu un petit décrochage? Est-ce que c'est finalement les H1? Est-ce que c'est la partie cosmétique qui a trop alourdi la page? Le fait de procéder par itération nous permet de bien, segmenter chaque facteur, risqué du site. Donc une fois qu'on a fait ça, là, on va faire un petit travail d'imagination. On a fait tout ce travail en amont, hein, de décision, d'arbitrage. On a lancé la production. On va se lancer, allez, Samuel, on va dire 6 mois dans le futur, voilà, en étant réaliste et on va se dire que le site, allez, est lancé en production et on va lancer le recettage du site pour s'assurer que tout s'est bien passé. Alors, nous, les étapes de vérification, elles se font, il y en a de 2 sortes en SEO, hein. En vérité, il y a déjà une vérification en pré-production qui va avoir lieu tout au long de la production. Donc pendant les 6 mois, on va intervenir pour vérifier qu'à chaque étape, les nouvelles implémentations sont conformes à ce que demande Google. Mais on va surtout avoir un gros recettage à la fin sur la pré-prod où on va donner le go ou le no-go, c'est-à-dire est-ce qu'on est OK pour passer en prod, en tout cas d'un point de vue SEO. Et puis ensuite, deuxième recettage, c'est une fois qu'on a mis le site en ligne, le site en production, on va s'assurer que tout correspond bien à ce qu'on avait en pré-prod en fait. Et si c'est le cas, normalement, il n'y a aucun souci. Le recettage, il va porter sur 3 éléments principaux, hein. Ça va être déjà la web performance. Donc là, on va utiliser ce que vous connaissez, donc les critères des Core Web Vitals qui sont très importants pour Google. Donc, les critères de performance, on va les mesurer pas sur une seule page parce que ça n'a pas de sens. On va prendre déjà la home page et on va aussi mesurer une page catégorie, une page produit au hasard et puis s'il y a un blog, une page de blog pour avoir comme ça un état des lieux assez complet de la performance du site. Pour ça, on va utiliser, des outils. Alors, je vous ai mis les principaux ici. Il y a évidemment PageSpeed et Lighthouse que tout le monde connaît. Vous pouvez utiliser Dairboost qui fonctionne très bien, ou GTmetrix qui est un ancien outil qui fonctionne encore très bien. Personnellement, moi j'aime beaucoup Yellow Lab qui donne des informations assez précises, notamment sur l'optimisation du CSS. Et puis ne pas oublier, parce qu'on analyse la performance, mais pas que, ne pas oublier que dans Lighthouse, vous avez aussi un rapport d'accessibilité. Et l'accessibilité, c'est très important aussi pour Google. Et lors d'une refonte, ça peut être aussi le moment de se mettre à la page, de se mettre aux normes d'accessibilité, donc bien vérifier ce rapport également. Dans les points essentiels à vérifier, on va vérifier si les ressources sont bien compressées, redimensionnées, minifiées, si on a mis en place de l'asynchronie dans le chargement des ressources, ça comprend aussi le lazy loading, si les politiques de cache sont suffisamment longues, les dates d'expiration peuvent aller jusqu'à 1 an, donc il faut en profiter. C'est une bonne pratique en termes de chargement des pages. Si la taille du DOM n'est pas trop lourde, si les CSS sont bien concaténés, ce genre de choses. Ça, c'est un premier élément de vérification. Deuxième élément, ça va être l'indexation et l'indexabilité. C'est-à-dire, est-ce que finalement, après la refonte, les robots Google sont toujours capables d'explorer mon site aussi bien qu'avant? Donc pour ça, les éléments, enfin, il y a 3 points principaux, hein. C'est déjà la commande que tout le monde peut faire gratuitement, hein, la commande site de points sur Google qui vous permet de voir instantanément le nombre de pages indexées de votre domaine. Vous pouvez croiser ça avec ce que vous dit la Search Console dans le rapport d'exploration. Et puis, vous pouvez ensuite comparer ça à un outil de crawl. Donc là, je vous ai mis Screaming Frog. Et puis, voir si le nombre de pages détectées par Screaming Frog est conforme au nombre de pages indexées dans Google dans la commande site de points. Ça, pour commencer, c'est une bonne idée de passer par là. Quelques bonnes pratiques maintenant pour justement cette indexabilité et les redirections. Quand vous allez faire des redirections, si vous n'avez que quelques pages à rediriger, c'est une mini refonte, vous pouvez directement utiliser le plugin de votre CMS. Si vous avez moins de 2000 pages, on préconise de passer par le fichier htaccess. Si vous avez plus de 2000 pages, vous pouvez les faire directement depuis le serveur. Dans les bonnes pratiques, utiliser des regex, toujours commencer par les règles plus précises et puis aller vers le plus générique. Donc, le très générique, c'est par exemple, on redirige tout le HTTP vers le HTTPS et puis éviter évidemment les chaînes de redirection.
Bonne pratique également, ça va être de soumettre un sitemap, donc de le resoumettre. Vous avez un sitemap, mais après la refonte, surtout si vous avez changé la navigation, n'oubliez pas de régénérer un sitemap et de passer par la Search Console. Ça se fait si vous l'avez jamais fait, en tout cas, ça se fait très facilement, pour aider Google à comprendre déjà, la nouvelle, structure du site et où sont situées les nouvelles pages. Ça permet d'accélérer ce processus de transition entre 2 sites et ça permet d'accélérer, de réduire le temps que Google va mettre à comprendre vos nouvelles pages. Et enfin, pour terminer, on va tester les redirections. C'est-à-dire que vous vous souvenez, on a notre fameux table de correspondance. Et ben, on va vérifier si ce qu'on a défini dans le plan de redirection correspond à ce qui s'est passé dans la réalité. Donc, on va refaire un crawl une fois que le site est mis en ligne. Le crawl va nous sortir encore un tableau Excel, un fichier. Et puis, avec une recherche V, on va bien s'assurer que toutes les redirections qu'on avait définies dans le plan de redirection correspondent à ce qui se passe dans la réalité du crawl. Donc ça, c'est très important de le vérifier pour s'assurer qu'on est OK. Alors ça, c'est pour la partie théorique. Maintenant, Samuel, tu vas nous expliquer dans la vraie vie comment ça se passe. Alors effectivement, dans la vraie vie, en fait, ce qu'on vous raconte là, ça nous est arrivé, nous, il y a pas très longtemps. Donc c'était, pour vous donner un peu de contexte, il y a quelques mois, Spirit s'appelait, Choose It, en fait, enfin, la société dans laquelle je suis, c'est Choose It, et on a fusionné avec une autre agence, qui fait, plus de marketing, qui s'appelle Digital Effervescence, et on a profité, de ce regroupement pour créer une nouvelle marque et un nouveau projet. Donc il y avait 2 enjeux qui étaient de migrer ce qu'on avait sur, chooseit.com vers spirit.com, avec bien entendu des évolutions parce que, notre site il avait, 1-2 ans, et puis les services ou les produits ont un peu évolué, et on a aussi eu tout le travail de migrer le site de Digital Effervescence vers spirit.com. Donc c'était un gros travail en termes de redirection, de structure sémantique, parce que, on en a profité pour revoir qui étaient nos personas, comment on leur parlait. Enfin, cette fusion de 2 agences, a élargi bien entendu nos services, et il fallait structurer tout ça dans un seul contenu et dans un seul site web. Donc pour vous donner, quelques exemples sur le plan d'action, on a bien entendu, retravaillé notre navigation. Chez Choose It, on avait un peu moins l'aspect, branding et proprement parler de travail sur l'image de marque. Donc, le petit schéma magnifique que je vous ai fait, c'est, on a Choose It et son arborescence qu'on a redescendu, et les autres catégories, donc les redirections qu'on a fait, de l'agence Digital Effervescence vers la nouvelle agence, on a relié et on a recréé une arborescence complète avec l'ensemble des points, sachant que c'est pas l'arborescence complète, mais tous les pages et l'historique a été redispatché dans le nouveau site selon, les services et les besoins. Et pour parler aussi du plan de redirection, qu'on a vu, vous pouvez voir ce que j'ai mis là sur cette ligne-là qui est encadrée en rouge. On avait, on fait pas mal de Drupal, donc on avait une URL qui était chooseit.com/solution/Drupal, et on a profité en même temps de la refonte pour rediriger ça vers spirit.com/développement site Drupal, qui nous paraissait, en termes de requêtes et de mots-clés et de structure de page, plus cohérente. Donc il y a tout ce travail qui a été fait avec la fusion des autres sites internet. Donc, c'est exactement ce fameux plan de redirection. Vous voyez, on a la colonne C qui est old et new, et on a toutes nos URL qui sont redirigées. Un gros enjeu aussi autour de la refonte, c'était, toute la partie actualité et blog technique, puisque, toutes les agences, publient, du contenu sur une expertise, et on a eu cette fusion de différents blogs et de différentes expertises à mettre, tout en place dans, une URL qui est, spirit.com/blog/ quelque chose, et il y a eu tout un travail là. Donc le fichier que vous voyez ici, c'est quels sont les balises title, quelles sont les métadescriptions qu'on a préparées avant de lancer les moulinettes d'import, puisqu'on a eu, 2 bases de données à fusionner en une seule. Le gros avantage qu'il y avait, c'est que l'ensemble des solutions étaient sur WordPress, donc il y a plus de facilité. Pour revenir un peu sur la question de tout à l'heure, c'est plus pratique si on fusionne et on migre depuis les mêmes outils, mais il y a des API ou des exports de contenu qui peuvent être faits pour passer d'un outil A à un outil B sans vraiment trop de problème. Donc tout ça, c'est un travail qui doit être fait en amont, qui doit être réfléchi en amont en fonction, des mots-clés, du ranking que vous avez, des mots sur lesquels vous pouvez vous positionner, et bien entendu de vos fameux personas et des requêtes qui vont taper, parce que c'est tout ça qui donnera de la force et un positionnement le plus cohérent possible à votre structure ou à votre agence. Donc tout ce travail est fait, et puis ensuite, c'est la partie, technique et de moulinette qui met ça en place.
Donc c'était un petit retour d'expérience dans la vraie vie parce que c'est les fichiers de travail qu'on a utilisés, au quotidien pour pouvoir lancer cette migration. Pour conclure ce webinaire, on vous a préparé avec Charlet les 15 points essentiels pour nous, qu'on a bien entendu décrits dans ce webinaire, que vous pouvez récupérer dans les slides. Je crois que dès que le webinaire est terminé, vous avez un mail avec les slides et le replay. Donc, vous pouvez les récupérer. Et si vous vous lancez dans un projet de refonte, pensez qu'il y a peut-être 70 à 80% du travail, on va dire, des enjeux qui doivent être faits en amont et réfléchis en amont. C'est pas le jour de la mise en ligne qu'il faut vous disiez: «Ouh là là, on a oublié, de rediriger, C'est ça. toute cette partie-là», parce que sinon vous allez faire ça, rapidement et ça va être un carnage, quoi. Enfin, toute proportion, C'est ça. gardée, mais il faut vraiment l'anticiper. Il y a toujours des points d'ajustement, mais plus vous pouvez en préparer en amont et de façon sereine, mieux vous serez sur, le jour de la mise en ligne et sur le suivi pendant les 2, 3, 6 mois pour voir si votre ranking et la transformation, parce que tout l'objectif d'une refonte, c'est d'avoir peut-être plus de clients ou mieux proposer vos services avec des objectifs qui sont du contact ou de l'achat en ligne directement. Mmh. Donc vous pourrez récupérer cette liste-là qu'on a bien entendu détaillée tout au long de notre webinaire. Je vous propose qu'on passe à une petite séance de questions. Il est 11h50, on peut se laisser une dizaine ou une quinzaine de minutes selon bien entendu le volume de questions. Alors, on a quelques questions. On a Yes. Véronique qui nous demande comment aspirer toutes les URL de son site. Donc, vous avez un outil qui s'appelle Screaming Frog, hein, qu'on utilise beaucoup. Donc, si vous tapez Véronique dans votre URL Screaming Frog, c'est un petit soft que vous installez. Je crois que la licence est à 200 ou 250 $ par an. Mais ça apporte beaucoup, beaucoup de choses en termes de crawl et d'informations sur votre site web. Nous, on l'utilise beaucoup, mais Charlet aussi, sur est-ce que j'ai bien H1 sur toutes mes pages. En fait, vous avez une vision vraiment textuelle de votre site web. Et enfin, moi, j'utilise beaucoup Screaming Frog. Et qu'est-ce qu'il y a, Charlet, comme autre outil? Alors, ça dépend du budget, mais en gratuit, il y a Xenu, Xenu, qui existe en version gratuite et d'ailleurs, même Screaming Frog, ça dépend de votre volumétrie de page, hein. Si vous avez un Je crois petit que c'est jusqu'à site, 500 URL, tu peux l'utiliser voilà, si vous gratuitement. avez c'est ça, moins de 500 pages, vous pouvez utiliser la version gratuite de Screaming Frog. Après, il y a des crawlers, on va dire, plus, plus orientés pour les agences, quoi, du type OnCrawl ou Botify, qui sont très, très, très performants, mais assez chers. Donc, ça dépend de vos besoins, mais vous avez peut-être qu'un crawler plus simple comme Screaming Frog ou Xenu fera l'affaire. Pour le temps de conservation des redirections, Ouais. moi, je le mettrai le plus longtemps possible, mais peut-être ça aurait été une autre vision parce que vous allez avoir de temps en temps des backlinks, en fait, de sites internet A ou B qui ont envoyé sur une URL qui n'existe pas et que vous les redirigez. Donc juste pour conserver le jus de ces URL-là, laissez-les, ça mange pas de pain, on va dire, de les laisser, sauf si après, à un moment donné, ça devient ingérable, mais globalement, il y a pas un intérêt majeur de les supprimer, notamment Ouais. pour les backlinks. Après, vous pouvez regarder un peu les log serveurs si, ces URL sont pingés ou pas, mais c'est un gros travail par rapport à ne pas toucher un fichier, quoi. Je vais rebondir là-dessus. La réponse officielle de Google, c'est au minimum 1 an. Donc déjà, ils disent qu'au bout d'1 an, les signaux positifs de votre page A seront en fait définitivement transmis vers la page B. Mais en même temps, comme tu l'as dit Samuel, il y a pas de contrepartie, il y a pas vraiment d'inconvénient à les laisser indéfiniment et Google dit: «Si vous avez la possibilité de les garder, pour toujours, gardez-les en fait». Donc il y a pas de raison et puis il y a quelque chose, qu'il faut aussi, enfin dont on n'a pas parlé mais qui est très important dans les refontes. On a parlé beaucoup de faire des redirections 301 parce que, on a aussi du maillage interne sur le site. Vous avez des footers, des liens et cetera et donc la manière facile, c'est de faire des 301, donc de ces URL-là vers les nouvelles URL. Mais la manière correcte, et là, c'est quelque chose qu'on peut corriger au fur et à mesure sur le long terme, c'est de corriger ces liens que vous avez, donc les liens internes sur le site, les corriger et les remplacer par le vrai nouveau lien. Et donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire, que vous pouvez détecter d'ailleurs grâce à un crawler qui va vous dire où sont tous les liens qui mènent à des 301 et vous pouvez les remplacer ensuite au fur et à mesure.
Alors, Et attends, je crois qu'il faudrait noter quand on a répondu. Il y a Brendan qui demande le flux de notoriété de l'ancien site quand on change de nouveau domaine. Alors, on n'a pas suffisamment d'historique là parce que ça fait un gros mois qu'on l'a changé. Après, on respecte au maximum les guidelines de Google pour transférer tout le flux et tout l'historique d'un domaine. Cependant, je peux pas vraiment répondre à la question parce qu'aujourd'hui, c'est trop récent en termes de vision du trafic, quoi. l'indicateur de mesure qu'on a, alors là, je parle pas pour Spirit, mais plutôt généralement, l'indicateur de puissance, ça va être le DR, le domain rating, ou le domain authority de Moz, enfin ce que vous voulez. Nous, quand on fait des refontes, on constate que ce DR-là, ce score-là de puissance, il est généralement transmis quasiment à la virgule près, en fait. Alors, ça peut prendre 2 ou 3 mois, mais 99% de la puissance est transmise quand les redirections sont correctement en place. Il y a Florence qui demande est-ce qu'il faut profiter d'une refonte pour faire le ménage des mauvais backlinks? Alors, je ne sais pas ce qu'on veut dire par mauvais backlink, puisque là, du coup, c'est pas lié à la refonte, ou alors ce serait dire passer en 404 les pages qui reçoivent des mauvais backlinks. Non, je pense que Euh, c'est les backlinks qui sont, on va dire, nocifs. Tu sais, dans Google, tu peux désavouer des backlinks, mais je pense que le sujet enfin, si c'est oui, ça la question, Florence, enfin, faut le faire au quotidien, quoi. oui, oui, mais du coup, le rapport avec la refonte, ça pourrait être de supprimer les pages qui reçoivent ces mauvais backlinks, ou alors de faire un travail, comme tu dis, hein, de désavouer les pages, mais qui est du coup décorrélé de la refonte. Dans tous les cas, en fait, Google a annoncé, ça fait déjà plus un an ou deux, qu'il ne prenait pas en compte les mauvais backlinks. Si un backlink est mauvais, il va tout simplement ne pas être pris en compte et il va être considéré comme zéro. Ça évite les phénomènes du type SEO négatif ou attaque contre votre site en faisant des milliers de liens indiens ou chinois. Ça existait il y a 10 ans, on ne peut plus le faire maintenant. Donc voilà, pas d'inquiétude. Refonte avec W ou sans W, mettez les W sur les sites internet. Enfin, c'est la norme. En fait, il y a beaucoup de sites internet en termes pour faire joli, enlève les W, gardez-les. Ça n'a pas un intérêt majeur, sachant que vous voulez, enfin, rediriger ce qui n'est sans W vers les W. Et moi, la reco est de les garder. Et dans la règle de HT Access, c'est vous rediriger tout ce qui n'a pas de sous-domaine vers le www. Et tous les autres sous-domaines que vous utilisez, ça, ils fonctionneront de manière classique, puisqu'il n'y a pas de redirection appliquée là-dessus, quoi. Je crois que c'est à Yes. Chris. Hop, j'essaye de voir. Je sais pas où tu en es. Alors, en fait, je suis tout en haut, il y a Christelle qui. Ah Christelle, oui, ok. c'est en deux mots. Oui. Comment répartir le travail entre annonceur B2B et agence SEO lors d'une refonte navigationnelle et SEO où s'arrête le premier versus le second? Alors effectivement, ça c'est une question qu'on a souvent. Nous, alors c'est dans les je peux pas vous dire où s'arrête le premier ou le second parce que ça dépend des contrats et ça dépend de ce qui est défini au départ. Nous, en tout cas chez SMJ, on met vraiment l'accent sur le plan de redirection. Donc notre travail, c'est avant tout de faire une table de correspondance qui soit solide et de faire un certain nombre de recétages tout au long de la prod. Il y a des choses qui ne sont pas de notre ressort. Par exemple, remettre en place des propriétés analytics, faire des wireframes, ce genre de choses, ça va être plutôt côté agence. Mais ça, c'est nous, en tout cas, c'est notre manière de travailler. Ça va dépendre, j'imagine, des agences. Ensuite, on a les redirections, on a répondu. Je crois que la dernière question, c'est Sarah. À combien de temps estimez-vous une anticipation correcte d'optimisation SEO, XXO avant la mise en prod? Ça dépend. En fait, enfin, si je peux me permettre de répondre, ça dépend de Vas-y, vas-y. la taille du site internet et bien entendu l'enjeu qu'il y a, si c'est un gros e-commerce ou si c'est un site un peu plus light de présentation, et c'est pas tout à fait le même enjeu en termes d'impact business. Mais il y a pas une anticipation majeure, c'est juste qu'il faut respecter
une timeline qui est cohérente avec, les différents ateliers que je vous ai présentés, une phase de production, qui va être plus ou moins longue parce qu'il y a plus ou moins de travail, à faire et qui est, enfin, c'est juste que les postes se succèdent les uns après les autres. Alors bien entendu, certains peuvent, on va dire, être faits en même temps. Toute une réflexion autour de l'arborescence ou des URL peut être faite en même temps que la production, mais il n'y a pas une anticipation incroyable à avoir. C'est juste un flow qu'il faut suivre jusqu'à la mise en prod, qui est, on va dire, l'aboutissement de la première étape avec, ensuite le suivi qu'il y a derrière, quoi. Oui, et après j'imagine que si je te pose la question, combien de temps ça met une refonte? Ça dépend énormément des projets, enfin une refonte SXO, on va dire. Ça va dépendre, trop des projets pour que tu puisses nous donner une timeline, générique. Oui, ça dépend vraiment Mmh. complètement des fonctionnalités. Si on parle d'un site internet où c'est plus de la gestion de contenu et qu'il y a moins d'enjeux d'UX à proprement parler, il y a pas un temps énorme à passer. Si on a tout un parcours utilisateur avec vraiment des éléments fonctionnels dedans, c'est pas tout à fait la même, mais même que ce soit juste en termes de gestion de contenu, avoir, Mmh. 5 pages et 25 000 pages produits, c'est pas la même en termes de gestion, donc c'est un peu compliqué, à répondre. Mais il faut juste, avoir un planning cadré et suivre, les différents points. Tout à fait. Je te propose qu'on prenne une dernière question. Il y a une S dernière question de Florence Ah bah, allez, sur le cahier parfait. des charges. Heu, En fait, Florence, on fait plus trop de cahier des charges, dans Word comme ça se passait avec, qui on est, qu'est-ce qu'on fait, voilà notre arborescence. En fait, ça se travaille plus en atelier, de façon collaborative pour structurer, un peu ce qu'on a vu, notre, notre partie fonctionnelle, mais qui doit être à la fois, forcément de vos équipes, mais aussi qui peut être des retours clients. Et ce cahier des charges, en fait, c'est une somme on va dire d'éléments produits à travers, des wireframes, un mind mapping, qui était demandé là pour voir, son arborescence. Donc on n'a plus enfin, ne faites pas un cahier des charges de 70 pages, avançons sur des ateliers qui permettent en fait de structurer une roadmap et vraiment ce qu'on appelle un backlog produit avec, je veux telle et telle et telle fonctionnalité, donc plutôt sous forme de fichier Excel qu'on peut plus facilement estimer avec les équipes et qui vous permettent de prendre des décisions pour dire, j'ai tant de budget ou tant de temps, voilà ce que je vais prioriser ou pas prioriser. Donc c'est plus proche effectivement des méthodes agiles que, de rédiger, un gros cahier des charges et partir dans du cycle en V. C'est plus, on va dire, plus cohérent pour tout le monde parce que, il y a un apport à la fois de l'agence en termes de réflexion en amont et on n'est pas juste exécutant de la réalisation d'un cahier des charges, quoi. Parfait, je crois que Parfait. c'était, l'ultime question. De toute façon, vous avez, hein, à l'écran nos adresses, email respectives, donc si vous pouvez n'hésitez pas à nous contacter, hein, si vous avez d'autres questions qui vous viennent, après. Et merci à vous Et du coup, d'être Samuel, voilà, je te laisse le mot de la fin. merci, n'hésitez pas, Ouais. ouais, effectivement, à nous contacter. Vous recevrez le webinar, enfin dans les replays dans quelques minutes, je crois, et vous pouvez, voir toutes les infos sur SEMJ ou sur Spirit, sur les sites internet et nous contacter. Passez une bonne journée et bon appétit, comme on dit. Merci encore. Au revoir. Bonne journée, au revoir.